Bien, aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude qu'après 18 ans, l'affaire de Nathalie est résolue. En mai 2005, Nathalie Holloway, 18 ans, a disparu lors de ce qui était censé être le voyage d'une vie, son escapade de fin d'études secondaires à Aruba. Un instant, elle riait avec des amis sous le clair de lune des Caraïbes. L'instant d'après, elle avait disparu sans laisser de traces. Pas de corps, pas de réponse, juste une traînée de questions qui allait tourmenter sa famille et captiver le monde pendant près de 2 décennies. Pendant des années, les enquêteurs ont suivi des pistes sans issue. Ses parents ont imploré des réponses et le nom de Nathalie Holloway est devenu synonyme de tragédie non résolue. C'était le genre d'affaire qui semblait maudite. Chaque piste s'est éteinte, chaque théorie s'est effondrée et la vérité est restée enfouie. Mais aujourd'hui, près de 20 ans plus tard, cette vérité a finalement refait surface. Et bien qu'elle offre la conclusion que sa famille attendait avec impatience, les détails sont plus sombres, plus glaçants et plus déchirants que quiconque aurait pu l'imaginer. La disparition de Nathalie Holloway. Ce qui a commencé comme des vacances de rêve s'est rapidement transformé en le pire cauchemar de tous les parents. Nathalie Holloway, l'élève brillante de Mountain Brook High School en Alabama, a atterri à Aruba avec 124 de ses camarades de classe fin mai 2005. C'était censé être 5 jours de liberté, des après-midi ensoleillés, des nuits d'iki blanches à danser et ce doux avant-goût de l'âge adulte qui précède l'université. 7 accompagnateurs étaient présents, mais leur rôle était limité. Ils surveillaient les élèves chaque jour, juste assez pour garder un œil attentif sans les suivre à la trace. La vérité est que ces adolescents étaient lâchés sur une île qui vivait au rythme du rhum, de la musique et de l'insouciance. Même les enquêteurs décriraient plus tard le voyage comme un tourbillon de fêtes sauvages, beaucoup de boissons et beaucoup de changements de chambre chaque nuit. L'Holiday Inn, où le groupe a séjourné, a même décidé qu'il n'accueillerait plus les élèves l'année suivante. Nathalie, selon plusieurs témoignages, a plongé tête la première dans le chaos. Des témoins ont affirmé qu'elle buvait beaucoup, commençant parfois ses matinées avec des cocktails, sautant parfois complètement le petit déjeuner. 2 de ses camarades de classe ont admis que la consommation d'alcool était un peu excessive. Mais dans le tourbillon des nuits caribéennes, elle n'était qu'une adolescente de plus à la recherche d'un dernier frisson avant que la vraie vie ne commence. Puis vint la nuit qui changea tout. Aux premières heures du lundi 30 mai, Nathalie a été aperçue pour la dernière fois. Vers 1h30 du matin, elle a quitté le Carlos and Charlie's, une discothèque animée d'Orang Assad, et est montée dans une voiture avec Goran van der Loot, 17 ans, un élève néerlandais brillant qui vivait sur l'île, et ses 2 amis, Deepak et Satish Kalpo. Elle était censée prendre un vol pour rentrer chez elle quelques heures plus tard. Au lieu de cela, son siège est resté vide, sa valise soigneusement emballée et son passeport était toujours dans sa chambre d'Holiday Inn, comme s'ils attendaient son retour. Mais Nathalie n'a jamais franchi ses portes. L'île a été retournée de fond en comble. Des équipes de recherche ont ratissé les plages d'Aruba, ses chemins de terre et ses eaux. La police et les bénévoles ont fouillé chaque recoin. Pourtant, il n'y avait ni corps, ni trace. Rien qui explique comment une nuit ordinaire s'était dissoute dans le silence. Contexte de Nathalie Holloway. Avant de faire la une des journaux, Nathalie Holloway était juste une fille avec tout son avenir tracé. Née à Memphis, dans le Tennessee, elle était la première enfant de Dave et Beth Holloway. Lorsque ses parents ont divorcé en 1983, Nathalie et son jeune frère Matthew sont restés avec leur mère à Clinton dans le Mississippi, où Beth a fait de son mieux pour maintenir le tout ensemble. La vie a de nouveau changé en 2000 lorsque Beth s'est remariée avec George Jug Tweety, un homme d'affaires bien connu de l'Alabama. Avec cela est venu un nouveau départ à Mountain Brook en Alabama, une banlieue riche juste à l'extérieur de Birmingham, où la famille s'est installée dans une vie de confort et de privilèges. C'était le genre de communauté où les attentes étaient élevées et Nathalie était à la hauteur de chacune d'elles. Elle n'était pas seulement intelligente, elle était motivée. Au moment où elle a obtenu son diplôme en mai 2005,
Elle avait des honneurs cousus à son nom, une place dans la National Honor Society et une réputation de fille fioccolai qui semblait tout faire. Elle a dansé dans l'équipe de l'école, s'est investie dans des activités parascolaires et avait déjà son prochain chapitre en préparation. Une bourse complète à l'université de l'Alabama l'attendait où elle prévoyait de suivre la filière prémédicale. Ses parents étaient fiers. Son père Dave travaillait comme agent d'assurance dans le Mississippi, tandis que Beth enseignait dans le système scolaire de Mountain Brook. Tous deux croyaient que leur fille était au bord de quelque chose d'extraordinaire. Nathalie avait l'intelligence, la discipline et le cœur. On avait l'impression que le monde lui ouvrait les bras. Mais quelques semaines après ce jour de remise des diplômes, la promesse de son avenir allait s'évanouir dans l'air, ne laissant derrière elle que des questions, un chagrin d'amour et l'ombre obsédante de ce qui aurait pu être. Premières enquêtes et arrestations de Joanne Vanderloot et des frères Kalpoe. Au moment où Natalie Holloway a raté son vol de retour, sa mère a su que quelque chose n'allait pas. Beth et son mari Jug n'ont pas attendu que les réponses viennent à eux. Ils ont affrété un jet privé et étaient sur le terrain à Aruba en quelques heures. Au moment où ils ont atterri, ils avaient déjà un nom. Joanne Vanderloot, l'adolescent vu pour la dernière fois avec Nathalie à l'extérieur de la discothèque. Beth a affirmé qu'elle avait obtenu son nom complet du directeur de nuit de l'Holiday Inn, qui pensait l'avoir reconnu sur les images de surveillance. Armés de cette information, les Tweeties se sont rendus directement au domicile des Vanderloot, accompagnés de 2 policiers arubés. En face à face, Johan a d'abord nié même connaître Nathalie, puis, sous la pression, il a inventé une histoire qui correspondait à la version de son ami Deepak Kalpoe. Nathalie avait demandé à voir Shark, alors ils l'ont conduite au phare de Californie près d'Arashi Beach. Plus tard, ils ont affirmé l'avoir déposée à l'Holiday Inn vers 2h du matin. Dirion a ajouté un détail étrange. Nathalie a trébuché en sortant de la voiture mais a refusé son aide. Alors qu'il s'éloignait, il a insisté sur le fait qu'elle avait été approchée par un homme vêtu comme un agent de sécurité de l'hôtel. Les recherches de Nathalie ont commencé presque immédiatement. Aruba elle-même a semblé s'arrêter. Des centaines de locaux et d'Américains se sont joints à eux, ratissant les plages, les eaux et les chemins de terre de l'île. Le gouvernement a même accordé un jour de congé à des milliers de fonctionnaires pour aider. Des marines néerlandais ont balayé le littoral, des banques ont collecté de l'argent, des bénévoles ont maintenu l'effort en vie. Beth Holloway, quant à elle, est restée d'abord dans la chambre même de l'Holiday Inn qu'occupait sa fille, puis dans la suite présidentielle d'un hôtel voisin, car elle refusait d'abandonner la recherche de son enfant. Les caméras de sécurité auraient dû apporter de la clarté, mais les rapports sur leur fonctionnement la nuit de la disparition de Nathalie étaient incohérents. Dans ses propres récits, Beth a fait des déclarations contradictoires au fil des ans, disant parfois que les caméras étaient hors service, d'autres fois affirmant qu'elles étaient fonctionnelles. Quoi qu'il en soit, Nathalie n'est jamais apparue sur aucune image. La police a souligné plus tard qu'elle n'avait peut-être pas eu besoin de passer par le hall pour retourner dans sa chambre, ce qui a laissé encore plus d'incertitudes en suspens. Pendant des semaines, toutes les pistes possibles ont été suivies pour finalement s'effondrer dans le néant. Une tache suspecte dans la voiture de Deepak s'est avérée ne pas être du sang. Des rumeurs ont enflammé et se sont éteintes. Même le gouvernement américain s'est impliqué, des fonctionnaires assurant au Holloway que les forces de l'ordre américaines travaillaient en étroite collaboration avec Aruba à chaque étape. Puis vinrent les arrestations. Le 5 juin, la police a arrêté 2 agents de sécurité, Nick John et Abraham Jones, d'un hôtel voisin qui avait été fermé pour rénovation. Leur réputation de harcèlement envers les femmes en faisait des suspects commodes. Mais un peu plus d'une semaine plus tard, ils ont été libérés sans inculpation. Quelques jours plus tard, l'attention s'est de nouveau portée sur le trio que tout le monde surveillait depuis le début, Joanne Vanderloot et les frères Kalpoe. Le 9 juin, tous les 3 ont été arrêtés pour suspicion d'enlèvement et de meurtre. Les enquêteurs les suivaient discrètement depuis des jours, surveillant leur téléphone, leur courriel et même les suivant dans les rues. Mais sous la pression croissante de la famille de Nathalie, la police s'est découverte et est passée à l'action plus tôt que prévu. L'affaire a dégénéré à partir de là. Le 11 juin, un porte-parole du gouvernement a déclaré à tort que Nathalie était morte
et que les autorités savaient où se trouvait son corps. Quelques heures plus tard, il s'est rétracté, invoquant une campagne de désinformation. La même nuit, le commissaire de police a laissé entendre que l'un des suspects avait avoué qu'il était arrivé quelque chose de grave à Nathalie sur la plage et était prêt à les conduire sur les lieux. Mais le lendemain matin, les procureurs ont refusé de le confirmer. L'histoire restait en suspens, à moitié vraie, à moitié démentie et totalement troublante. Le 17 juin, un autre homme a été pris dans les filets. Un disc jockey nommé Steve Crouse a été arrêté à cause de quelque chose que l'un des 3 suspects avait dit. Quelques jours plus tard, même le père de Johan, Paulus van der Loot, a été arrêté, mais aucun des 2 hommes n'est resté enfermé longtemps. Tous 2 ont été libérés avant la fin du mois. Les véritables fissures ont commencé à apparaître dans les histoires des suspects. Tout d'abord, ils ont affirmé avoir déposé Nathalie à son hôtel. Ensuite, ils ont dit l'avoir laissée sur la plage près du Marriott. Plus tard, Johan a tenté d'inverser le scénario, affirmant qu'il avait été déposé chez lui et que les Calpo étaient repartis avec elle. Les enquêteurs ont rejeté cela comme une tentative désespérée de jeter ses amis sous le bus une fois qu'il s'est rendu compte qu'ils le pointaient du doigt. Au tribunal, les contradictions se sont déroulées comme un mauvais feuilleton. Mauvais feuilleton, un juge a noté l'évidence, leurs histoires ne correspondaient pas. Au début du mois de juillet, les frères Scalpo ont été libérés. Gérant, cependant, a reçu l'ordre de rester derrière les barreaux pendant 60 jours supplémentaires. Mais toujours pas de Nathalie, pas de corps, pas de preuves solides, juste des mensonges changeants, des promesses chic brisées et une famille prise au milieu d'un cauchemar sans fin en vue. Théorie entourant la disparition de Nathalie. En juillet, la recherche de Nathalie Holloway s'était étendue à l'impossible. Aruba était petite, 32 km de long et 10 km de large. Pourtant, elle avait disparu, comme si l'île elle-même l'avait engloutie. Désespérés de trouver des réponses, les autorités ont fait appel à l'armée néerlandaise. Le 4 juillet, 3 avions de chasse F-16 équipés de capteurs infrarouges ont balayé le ciel de l'île. Si le corps de Nathalie avait été enterré, les signatures thermiques auraient dû le trahir. Mais les résultats sont revenus négatifs. Les rumeurs ont alimenté de nouvelles recherches. Un jardinier local s'est manifesté, affirmant avoir vu Jeroen van der Loot avec les frères Calpo se rendre à l'Aruba Racket Club aux premières heures du 30 mai, avec Jeanne cachant son visage. Jug Tweety pensait qu'il s'agissait d'une avancée décisive. Des commentateurs comme Nancy Grace ont qualifié cela de témoignage qui pourrait ouvrir grand l'affaire. Agissant sur cette piste, les enquêteurs ont asséché un étang près du club à la fin du mois de juillet. Des heures de travail boueux n'ont mené à rien. Un autre témoin, un jogger, a affirmé avoir vu des hommes enterrer une femme blonde dans une décharge l'après-midi du 30 mai. Les autorités avaient déjà fouillé cette décharge une fois. Après que le jogger se soit manifesté, ils l'ont fouillé 3 fois de plus, cette fois avec des chiens de recherche de cadavres du FBI. Toujours rien. Alors que l'espoir s'amenuisait, la famille Holloway a mis la barre plus haut. Ils ont d'abord offert 175 000 $ pour le retour sain et sauf de Nathalie, des donateurs ajoutant 50 000 $ supplémentaires. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, la récompense a grimpé en flèche. 1 million de $ pour son retour sain et sauf, 250 000 $ juste pour ses restes. L'argent n'a pas apporté de réponse, les enquêteurs ont continué à avancer. Quoi qu'il en soit, un morceau de ruban adhésif avec des cheveux blonds a été testé aux Pays-Bas puis retesté dans les laboratoires de Quantico du FBI. Pendant un moment, il a semblé que c'était la percée que tout le monde attendait, mais les tests ont confirmé que les cheveux n'étaient pas ceux de Nathalie. Une autre impasse. Le 26 août, la police a de nouveau tenté le coup. Ils ont réarrêté les frères Scalpo et ont amené un nouveau suspect, Freddy Aram Botsis, 21 ans. Un ami de Jiren, l'avocat de Freddy, a affirmé que l'arrestation n'avait rien à voir avec Nathalie, mais avec des allégations selon lesquelles il avait eu des contacts inappropriés avec une jeune fille mineure des mois plus tôt, avec Jiren et les Copos d'une manière ou d'une autre liés. La mère de Juran, Anita, a rejeté cela comme rien de plus qu'une manœuvre désespérée pour extorquer des aveux aux garçons. Le 3 septembre, même cette tactique s'était effondrée. Un juge a ordonné la libération des 4 suspects. Moins de 2 semaines plus tard, toutes les restrictions ont été levées.
Ils étaient libres. Johan, cependant, ne s'est pas éclipsé discrètement. Il a commencé à donner des interviews, de longues histoires égocentriques où il déformait les détails, mais n'a jamais renoncé à la vérité. Dans l'un de ses récits les plus infâmes diffusés sur 3 nuits sur Fox News, il a affirmé que Nathalie voulait avoir avec lui, mais il a refusé parce qu'il n'avait pas de préservatif. Il a insisté sur le fait qu'elle voulait rester sur la plage, mais il avait l'école le lendemain matin, alors Sadish est venu le chercher vers 3h du matin, laissant Nathalie derrière lui. Il a admis avoir menti au début par embarras, disant qu'il pensait qu'elle réapparaîtrait bientôt et qu'il ne voulait pas être pris dans un scandale. L'avocat de Sadish a rétorqué, soulignant que son client était allé se coucher et n'était jamais revenu cette nuit-là pour conduire Joran où que ce soit. Pourtant, Joran s'est accroché à son histoire, même si elle changeait à chaque récit. Les recherches se sont poursuivies en 2006. Des ratissages de dunes de sable, de plages près du Marriott, de portions de la côte nord-ouest d'Aruba, mais elles se sont toutes révélées vaines. À ce moment-là, l'affaire avait drainé Aruba financièrement et émotionnellement. Le commissaire de police Gérald Dumpig, juste avant de se retirer de l'affaire, a donné sa propre théorie troublante. Il a suggéré que Nathalie n'avait pas été assassinée du tout, mais qu'elle était morte d'alcool ou de drogue et que son corps avait été caché par la suite. Il a même laissé entendre qu'il y avait des preuves qu'elle avait possédé des drogues illicites pendant le voyage. La famille de Nathalie a nié cela avec véhémence, refusant de laisser le récit salir sa mémoire. À travers tout cela, ses parents n'ont jamais cessé de faire pression. En avril 2006, le père de Nathalie, Dave Holloway, a publié Aruba. L'histoire tragique et non racontée de Nathalie Holloway et la corruption au paradis. Le livre a mis à nu son chagrin, sa frustration et sa profonde méfiance quant à la façon dont l'enquête avait été menée sur l'île. À ce moment-là, Nathalie avait disparu depuis près d'1 an. La récompense avait augmenté, les suspects avaient changé leurs histoires encore et encore, et la recherche s'était étendue à travers des décharges, des étangs, des dunes et des plages. Pourtant, la seule constante était la même réalité glaçante, pas de Nathalie, un aveu discordant. En 2006, l'affaire était devenue un carrousel d'arrestations et de libérations, des visages guides menottés, des noms et des gros titres, et toujours pas de Nathalie. Le 15 avril, les autorités ont arrêté Jeffrey Van Crom, 19 ans, un jeune homme soupçonné de trafic de drogue, peut-être lié à la disparition de Nathalie. Sa détention a duré un peu plus d'1 semaine avant qu'il ne soit discrètement libéré. 1 semaine plus tard, un autre suspect identifié uniquement comme AB a été arrêté et relâché le jour même. Puis vint Guido Wever, fils d'un ancien politicien arubais, détenu aux Pays-Bas pour suspicion d'avoir aidé à enlever et à tuer Nathalie. 6 jours d'interrogatoire n'ont mené nulle part. Un par un, les suspects ont été réintégrés dans le monde, ne laissant derrière eux que plus d'ombre. Il est vite devenu clair qu'Aruba perdait le contrôle. Les Pays-Bas sont officiellement intervenus, reprenant l'enquête et envoyant une équipe de la police nationale néerlandaise pour fouiller la montagne de preuves. En avril 2007, une équipe spéciale conjointe néerlandaise et arubaise était sur l'île, déterminée à trouver ce que tout le monde avait manqué. Pendant ce temps, Johan van der Loot, jamais du genre à disparaître des projecteurs, a publié un livre avec la journaliste Zvezdana Vukovic, Dachak Nathalie Holloway, l'affaire Nathalie Holloway. Dans celui-ci, il s'est excusé d'avoir menti, mais s'est toujours accroché à son innocence. Pour beaucoup, cela ressemblait moins à une confession qu'à une performance. Un jeune homme réécrivant l'histoire pour se maintenir au centre de celle-ci. Les enquêteurs n'en avaient pas fini avec lui. Le 27 avril 2007, ils ont lancé une fouille surprise au domicile de la famille van der Loot. Des pelles ont frappé la terre dans la cour, de fines tiges ont percé le sol et les enquêteurs ont emporté des ordinateurs et des journaux intimes. Mais une fois de plus, rien d'incriminant n'a fait surface. 2 semaines plus tard, le domicile des frères Scalpo a également été fouillé, bien que la descente n'ait produit aucun résultat. Cet automne-là, cependant, la pression est revenue.
Le 21 novembre 2007, près de 2 ans et demi après la disparition de Natalie, les autorités arubaises ont lâché une bombe citant de nouvelles preuves découvertes. Ils ont réarrêté Johan van der Loot et les frères Kalpoe. Cette fois, les accusations étaient graves. Homicide involontaire et atteinte grave à l'intégrité physique ayant entraîné la mort de Natalie. Joran a été arrêté aux Pays-Bas et extradé vers Aruba. Les Kalpoe ont été détenus sur l'île. Pendant un bref instant, on a eu l'impression que la justice était enfin à portée de main. Le père de Natalie a même financé une nouvelle recherche maritime ambitieuse, envoyant un navire appelé Persistance dans des eaux plus profondes que les expéditions précédentes. La chasse s'est prolongée jusqu'au début de 2008, mais s'est terminée comme tant d'autres avant elle. Les mains vides et à court d'argent. En décembre, les murs se sont de nouveau effondrés. Les juges ont ordonné la libération des Kalpoe, estimant que le dossier ne contenait pas de preuves directes d'un crime violent. Quelques jours plus tard, Johan lui-même a été libéré. Le 18 décembre, les procureurs ont officiellement déclaré l'affaire close. Pas d'accusation, pas de procès, pas de Natalie. Mais ensuite, alors que le monde commençait à détourner le regard, un nouvel acteur est entré en scène. Le journaliste judiciaire néerlandais Peter Herder a annoncé qu'il avait résolu l'affaire Hall. Sa diffusion de février 2008 a envoyé des ondes de choc à travers l'Europe et l'Amérique. Des images de caméras cachées ont montré Jireon sous l'emprise de la marijuana, racontant avec désinvolture comment Natalie avait soudainement été prise de convulsions et s'était effondrée en sa présence. Il a affirmé avoir paniqué, avoir appelé un ami et que cet ami s'était débarrassé de son corps. C'était ce qui ressemblait le plus à une confession que quiconque ait jamais entendue. Mais même cette révélation s'est effondrée. Le soi-disant ami a nié l'histoire entièrement, disant qu'il n'était même pas sur l'île à ce moment-là. Un juge a refusé de délivrer un mandat d'arrêt, invoquant des incohérences. Une fois de plus, Jireon s'est échappé. Le cycle a continué. Dans une interview à Fox News en 2008, Jireon a raconté une histoire plus sombre, alléguant cette fois qu'il avait vendu Natalie en esclavage et que son père avait soudoyé la police pour étouffer l'affaire. Il a admis plus tard que tout était un mensonge. Chaque histoire contredisait la précédente. Un carrousel grotesque de versions qui maintenait la famille Holloway prisonnière d'un nouveau tourment. En 2009, Dave Holloway finançait personnellement de nouvelles recherches, faisant même venir un chien de recherche pour ratisser les réservoirs à la recherche des restes de sa fille. Rien. En 2010, Jireon a avancé une autre version selon laquelle il avait jeté le corps de Natalie dans un marais. Les autorités ont enquêté et l'ont rejeté. Son calendrier et ses détails ne correspondaient pas. Plus tard ce printemps-là, un couple américain faisant de la plongée avec tuba au large d'Aruba a affirmé avoir trouvé ce qui ressemblait à des restes humains sous l'eau. Les enquêteurs ont plongé dans la zone, encore une fois, rien. À chaque tournant, la vérité semblait juste à portée de main pour ensuite se dissoudre dans un nuage de mensonges, de faux aveux et de recherches vaines. Un rebondissement que personne n'avait vu venir. En 2010, l'affaire Holloway s'était transformée en quelque chose qui sortait d'un roman policier tordu, sauf que tout était réel, tout était brut et toujours sans réponse. Et au centre de tout cela, il y avait Johan van der Loot, le nom qui était devenu synonyme de mensonge, de manipulation et d'un manque de remords glaçant. Le 29 mars, van der Loot a fait miroiter ce qu'il prétendait être la vérité devant l'avocat de Beth Holloway, l'emplacement du corps de Natalie, mais cela avait un prix, $250 000, dont $25 000 d'avance. C'était de l'extorsion enveloppée de faux espoirs. Le FBI s'est impliqué, a câblé l'argent, a suivi le transfert et a regardé van der Loot inventer un autre mensonge cruel. La maison où il jurait que Natalie était enterrée, elle n'avait même pas été construite lorsqu'elle a disparu. Une fois de plus, il avait joué avec la famille Holloway comme des pions dans son jeu malsain. En juin, il a été inculpé aux États-Unis pour fraude électronique et extorsion, un nouveau chapitre criminel dans une histoire qui traînait déjà depuis 5 ans. Mais ensuite est venu le rebondissement que personne n'aurait pu scénariser. Le 30 mai 2010, 5 ans jour pour jour après la disparition de Natalie, Stéphanie Flores Ramirez, une étudiante en commerce de 21 ans, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel à Lima, au Pérou, enregistrée au nom de van der Loot.
Cette fois, il n'y avait pas de mystère, pas de piste sans fin de suppositions. Les preuves étaient là. Stephanie avait été battue, étranglée et volée. Vanderloot a avoué froidement, admettant qu'il l'avait tuée parce qu'elle avait regardé dans son ordinateur portable et avait trouvé des fichiers le reliant à Nathalie. C'était de la rage, de la paranoïa et de la cruauté fusionnés en un seul acte monstrueux. L'arrestation de Vanderloot a été rapide. Capturé au Chili, extradé vers le Pérou et exhibé devant le monde entier, son aveu a été une sombre confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début. Ce n'était pas seulement un menteur, c'était un prédateur. En 2012, il a plaidé coupable du meurtre de Stephanie et a été condamné à 28 ans de prison. Pendant ce temps, la famille Holloway a dû faire face à l'impensable. En juin 2011, 6 ans après la disparition de Nathalie, Dave Holloway s'est rendu au tribunal pour faire déclarer sa fille légalement morte. Beth s'y est d'abord opposée. C'était le refus d'une mère d'abandonner l'espoir. Mais en janvier 2012, une décision de justice a officialisé la situation. Nathalie Holloway, qui était partie pour Aruba lors d'un voyage de fin d'études WEC secondaire, avait disparu. Et pourtant, la cruauté des fausses pistes ne s'est pas arrêtée. Un fragment de mâchoire s'est échoué sur le rivage en 2010, a été testé, mais ce n'était pas celui de Nathalie. Des ossements découverts en 2017 par un enquêteur privé et présentés dans un documentaire sur l'oxygène ont été testés, mais encore une fois, ce n'étaient pas ceux de Nathalie. Encore plus grotesque, il y a eu les aveux de John Lewick, un homme qui a affirmé avoir aidé Vanderloot à déterrer et à détruire les restes de Nathalie. Son histoire était macabre, sa crédibilité fragile. Et avant qu'il ne puisse être interrogé en profondeur, Lewick a été poignardé à mort en 2018 lors d'une tentative d'enlèvement ratée. Un autre morceau du puzzle disparu à jamais. À ce moment-là, l'histoire s'était étendue sur plusieurs continents, mélangeant la tragédie avec le spectacle médiatique et avait laissé aux Holloway une cicatrice qui ne se refermerait jamais. Aruba, les Pays-Bas, le Pérou, les salles d'audience, les grottes, les océans, les rumeurs, les ossements, les mensonges, et à travers tout cela, une vérité obsédante est restée. Le destin de Nathalie Holloway était lié à un homme dont la cruauté a laissé une traînée de vie brisée dans son sillage. Le mystère de Nathalie Holloway est enfin résolu. Pendant 18 longues années, Beth Holloway a porté le genre de douleur qui ne lâche jamais. Les questions sans réponse, les fausses pistes, l'attente sans fin. Puis, en 2023, le silence a finalement été brisé. Le 8 juin, Johan Vanderloot a été transféré du Pérou, où il purgeait une peine de 28 ans pour le meurtre brutal de Stephanie Flores et remis aux autorités américaines. Il a atterri à Birmingham, en Alabama. Et pour la première fois depuis la disparition de Nathalie, l'homme qui avait toujours plané dans l'ombre des soupçons se tenait devant un tribunal américain. Les accusations n'étaient pas pour meurtre, mais pour quelque chose de plus sombre à sa manière, l'extorsion et la fraude électronique. Il avait essayé d'extorquer de l'argent à la famille Holloway, offrant de faux détails sur l'endroit où le corps de Nathalie pouvait être trouvé en échange de 250 000 $. Au début, il a plaidé non coupable. Mais quelques mois plus tard, le 18 octobre, la vérité a éclaté. Dans une lettre de plaidoyer, Vanderloot a finalement admis ce que Beth Holloway avait toujours su au fond d'elle-même. C'était lui qui avait tué Nathalie. Il a avoué qu'après qu'elle eut rejeté ses avances, il était entré dans une rage violente, la frappant avant de lui fracasser la tête avec un parpingue. Puis, comme si effacer une vie pouvait se faire en silence, il a traîné son corps dans l'océan et l'a laissé disparaître à jamais. Beth Holloway s'est tenue au tribunal alors que l'homme qui l'avait narguée pendant près de 2 décennies, lui servant de fausses histoires, accordant des interviews cruelles et enfonçant le couteau de l'incertitude, s'appelait enfin lui-même ce qu'il avait été depuis le début, l'assassin de Nathalie. Face aux journalistes après l'audience, Beth n'a pas mâché ses mots. Elle leur a dit que c'était fini. Johan Vanderloot n'était plus seulement le suspect, il était l'assassin, mais la fin semble venue avec son propre côté cruel. Le corps de Nathalie ne serait jamais retrouvé. Un juge l'avait déclarée légalement morte en 2012, mais la finalité a frappé différemment cette fois. Il n'y aurait pas de tombe à visiter, pas de reste à enterrer, juste la froide vérité de ce que Vanderloot avait fait
et le vide qu'il a laissé derrière lui. Dans sa déclaration d'impact sur la victime, Beth Holloway a exposé le poids de ses 18 années. Elle lui a rappelé que ses mensonges, ses manipulations, ses jeux avait approfondi sa souffrance au-delà des mots. Elle a écrit que le chagrin s'était enraciné si profondément à l'intérieur d'elle qu'il vivait dans son âme. Vanderloot a été condamné par un tribunal américain, mais l'accord signifiait que sa punition se déroulerait en même temps que les années qu'il devait encore au Pérou pour avoir tué Stéphanie Flores. La justice, du moins sur le papier, a été rendue. Mais la vraie victoire a été la vérité qui a finalement éclaté. Le mystère qui a hanté la famille Holloway et le monde entier a finalement été résolu. 18 ans après la disparition de Natalee Holloway lors d'une chaude nuit à Aruba, son histoire s'est terminée dans une salle d'audience en Alabama. Non pas avec la récupération de son corps, ni avec le genre de conclusion que la plupart des familles implorent, mais avec un aveu qui a confirmé la peur que sa mère avait toujours portée. Que la vie de sa fille avait été volée dans un moment de brutalité insensée et que l'homme responsable vivrait enfin le reste de ses jours marqués pour ce qu'il était vraiment, un assassin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un coup de pouce et de cliquer sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo affichée à l'écran, vous l'apprécierez.